3 jours saignants si tu les as, tu les donnes. Ici, c'est tous les jours le même scénario. Une course contre la montre à l'heure du déjeuner, du lundi au vendredi pour les employés de ce restaurant toulonnais. Du chef de cuisine au serveur, ils sont tous sur le même tempo. Un rythme soutenu qui nécessite des capacités physiques et psychologiques pour gérer le stress généré par cette hyperactivité. Ça fait partie de notre métier de gérer le stress, d'avoir toujours le sourire et le mot pour le client, qui se sente justement à l'aise et qui ne voit pas que justement le serveur ou le garçon qui le sert soit stressé. Dans la restauration, comme dans les secteurs de service, le facteur stress vient souvent de la rapidité exigée et de la crainte face au client. Ma peur, c'est de renverser quelque chose devant le client ou de le renverser sur lui. Mais j'essaie de ne pas avoir de peur parce que si je montre la peur ou quoi, je vais le faire. Je vais faire la connerie. Alors j'essaie de ne pas montrer de peur ou de ne pas faire ma bêtise. Surcharge, manque d'autonomie, conflits, déséquilibre entre vie personnelle et professionnelle, le stress au travail est une réalité. En Europe, c'est plus d'un salarié sur 5 qui souffrirait de troubles de santé liés au stress. Un stress qui peut avoir plusieurs visages, comme l'indique Régis Fagot, maître praticien en PNL et auteur du livre sur la gestion du stress. Alors le mauvais stress, c'est quand on quand on sent qu'on ne peut pas faire face. C'est-à-dire quand on se sent en difficulté avec ça. Quand on a l'impression que, déjà en général, c'est quand ça vous tombe à l'improviste dessus. C'est quand quelque chose qu'on n'a pas choisi, une situation qu'on n'a pas choisie et qui devient de plus en plus rapide et alors là on n'arrive plus à assumer, vous voyez, ça serait du mauvais stress. Donc le bon stress c'est quelque chose qui dynamise, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'endormir, on ne va pas devenir léthargique, on va au contraire s'animer, vous voyez. Alors il y a des gens qui ont besoin de stimuli extérieurs pour se sentir vivre, pour se sentir en pleine force d'agir et souvent ces gens-là ils choisissent des métiers qui sont des métiers d'action, si vous voulez. Hein. Ils n'aiment pas rester dans un bureau, ils aiment l'action. Donc ça, on peut dire que c'est le bon stress. Comme par exemple les pompiers, hein, ils ont choisi ce métier parce qu'ils aiment ça, en fait. Si vous voulez, le cœur va monter, il va monter en rapidité, mais il ne va pas y avoir de rythme erratique, si vous voulez. Alors tout à fait, je pense qu'on peut considérer que le stress fait partie de la profession. Donc c'est une préoccupation quotidienne que nous apprenons à gérer au fil de l'expérience. Donc, ce stress, comme on l'appelle vulgairement dans la profession, c'est une entité globale qu'on arrive à départager entre la connaissance du matériel, la connaissance professionnelle et la disponibilité par rapport à l'intervention. Donc c'est-à-dire que le fait de connaître son métier, d'avoir les connaissances nécessaires et suffisantes, permet déjà de réduire la part d'inconnu sur l'intervention. Par la suite, l'expérience fait aussi que dans des cas qui ne sont jamais les mêmes, on arrive aussi à savoir réduire la part d'improvisation et la part d'inconnu qui reste sur le fait dans l'intervention. Et enfin, le fait d'y être constamment confronté fait qu'on commence à s'y habituer. De toute façon, le stress est mauvais pour le système immunitaire. Parce que le système immunitaire, si vous voulez, est affecté par le stress et réagit moins vite en cas de rhume, en cas de grippe. Donc, et puis même, on pense que ça peut jouer sur toutes les maladies en fin de compte. Longtemps, la dureté du travail a été associée aux efforts et à la souffrance physique. Aujourd'hui, c'est une autre souffrance moins visible, celle-là, le stress. Hommes, femmes, ouvriers, cadres, CDI ou CDD, le stress n'épargne personne ni aucun secteur d'activité. Fatigue, insomnie, dépression, le stress au travail a un coût humain mais aussi économique pour l'assurance maladie. Plus de 50 milliards d'euros. On estime qu'un arrêt maladie sur 4 de plus de 2 mois serait dû à des problèmes psychosociaux. Et les patients ont de plus en plus recours aux anxiolytiques. Lorsque on est stressé, anxieux, on a eu des problèmes dans son existence, si on prend ces médicaments-là, on n'efface pas le stress, mais on le perçoit de façon moins dramatique et on a moins de retentissement sur l'organisme lorsqu'on prend ces médicaments-là. Voilà. Alors, les effets nocifs, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que déjà il y a une accoutumance très importante à ces produits. Il ne faut pas faire un sevrage brutal de ces médicaments-là parce qu'on a un effet rebond qui est très important.
Et d'autre part, ce sont des médicaments qui ont tendance à nuire aux capacités intellectuelles à longue échéance. Il y a des pertes de mémoire, il y a une réactivité intellectuelle beaucoup moins grande. Cette épidémie du stress a gagné en profondeur le monde de l'entreprise et l'effet rebond du médicament a conduit certains salariés à pousser d'autres portes que celles de leurs médecins. Je suis toujours ce bambou balancé au vent, mais avec la fermeture des yeux. Ça ressemble à une séance de relaxation. En réalité, c'est une séance de sophrologie. La sophrologie, c'est, on va dire, l'étude de la conscience. C'est un mot un peu grand, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, on va faire en sorte de faire abaisser le seuil de vigilance à la personne pour qu'elle aille commencer à reposer le cerveau, reposer son corps, sentir là où c'est tendu par exemple, puisque dans la journée, on ne le sent même pas. C'est-à-dire que dans la journée, on pourrait dire que notre corps nous sert à aller attraper un verre, à écrire, mais on ne l'écoute pas. C'est lui là-haut qui va nous demander tout. Pour gérer le stress, le sophrologue va lui apprendre à maîtriser sa respiration. J'inspire. Je bloque mes narines avec mes pouces, je déverrouille les genoux, je lâche les épaules, je lâche la tête, le temps qu'il faut pour moi. Et lorsque c'est bon, je relâche. Le cerveau, lui, demande 25% d'oxygène, rien que pour lui. Si on est en apnée haute, par exemple préoccupé par ce qui se passe là ou par ce que me dit la personne, je ne respire plus, c'est bloqué. Voilà. Donc le diaphragme est bloqué. Enfin, après, il y a tout un panel de ce que les gens peuvent ressentir, on va dire. Ils ne sont pas à même de décoder cela. S'ils viennent me voir, je leur explique. Déjà, ils se sentent moins seuls, ils savent que ça existe. Ensuite, on fait ce qu'il faut pour, on va dire, que la personne se découvre, voit là où il est tendu, là où là-haut ça ne va pas au niveau du cinéma intérieur, etc. quoi. Le yoga, la méditation, la musicothérapie ou le neurotraining sont également des méthodes alternatives de relaxation pour évacuer le stress. Salim, lui, préfère le footing, l'effort physique pour combattre les maux psychiques. Ça permet de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. On évacue, s'il y a du stress au travail, on l'évacue facilement. On se sent sain, courant. Puis on s'aère un petit peu aussi l'esprit. Quand on est dans un bureau, c'est assez intéressant de pouvoir sortir un petit peu du contexte. Quand on court, on ne pense plus à rien. Et je sais pas, il se produit quelque chose dans le corps qui fait que les soucis restent à l'extérieur et on pense à soi et on se sent mieux dans sa peau. Donc après, on peut affronter plus facilement la vie si elle est un peu plus difficile. En effet, la pratique d'une activité physique permet au corps humain de libérer des endorphines, ces fameuses hormones du bonheur à l'origine de notre bien-être. Ils permettent également d'évacuer les tensions nerveuses, tout comme ils soulagent les tensions musculaires. Dans une société où tout va de plus en plus vite et où les employés exigent plus de confiance, de dialogue et de reconnaissance, il n'existe pour l'heure aucun remède miracle pour vaincre le stress.